Donc à deux collègues infirmières, Sophie Carl-Grandjean et Barbara Grésil, qui vont nous parler de deux expériences de médiation par le yoga. Alors je vais commencer cette présentation en vous donnant quelques éléments fondateurs de l'approche yogique qui nous éclairent aussi sur l'intérêt de cette pratique en santé mentale. Et puis je dirais quelques mots de l'expérience du yoga avec les ados, en tout cas comment c'est venu cette proposition avec les ados, avant de laisser la parole à Barbara qui nous parlera de son expérience en addicto. Alors la pratique du yoga depuis des millénaires a pour but la libération de l'être, qui passe par ce qu'on appelle l'affaiblissement des causes de souffrance que sont les kleshas. Les kleshas dans la conception yogique, c'est l'ignorance, le sens de l'ego, l'égoïsme, l'attachement, l'avidité, la colère et aussi la peur de la mort et l'attachement à la vie. L'intérêt du yoga dans le domaine de la santé est étudié en Inde depuis l'Antiquité. Et les premiers textes en tout cas qui les abordent, ce sont les Upanishads qui ont été composés dans les écoles philosophiques indiennes à partir du 7e siècle avant notre ère. Les auteurs de ces textes, les auteurs des Upanishads étaient des rishis, des sages voyants, engagés dans une véritable démarche de recherche sur les mécanismes psychologiques et émotionnels. Et dès les Yoga Sutras de Patanjali, environ au IIIe siècle avant notre ère, le yoga est présenté comme l'arrêt des perturbations du mental. Yoga Chitta Vritti Nirodha, en sanskrit dans le texte. Les 195 aphorismes de ce traité livrent les codes d'une pratique traditionnelle de la connaissance de soi, qui vise la libération des souffrances par l'harmonisation du corps et de l'esprit, tout cela conduisant à un état d'unité. Et cette transformation vers l'état d'unité qui passe par un ensemble de pratiques qui s'adressent, vous le savez, aux différentes dimensions de la personne, physique. On a tout de suite en tête la représentation des postures plus ou moins acrobatiques associées au yoga, mais aussi la dimension mentale, relationnelle, émotionnelle et spirituelle. Bien sûr, ici on n'aura pas le temps de développer, mais il y a les yama et niyama qui sont vraiment aussi les fondements du yoga, qui sont au premier plan dans les piliers du yoga et qui définissent un petit peu les codes relationnels de la relation aux autres et de la relation à soi, avec cette notion de ahimsa bien connue, ce concept de non-violence, s'abstenir de faire du mal. À partir de là, on retrouve bien une démarche thérapeutique ou même psychothérapeutique dont l'objectif est de ne plus être dans cet état de souffrance qu'on a décrit plus haut. Le yoga, c'est donc une discipline holistique et la yoga-thérapie, une extension du yoga qui allie les connaissances yogiques ancestrales aux connaissances médicales modernes sur la physiologie et la psychologie moderne. Donc la yoga-thérapie permet par les pratiques posturales, respiratoires, méditatives et par l'observation en parallèle des ressentis, d'agir sur notre santé et d'harmoniser notre rapport à nous-mêmes. La yoga-thérapie et les programmes basés sur la mindfulness, les programmes de pleine conscience, MBSR, MBCT, qui ont quand même la même source et qui utilisent les mêmes leviers, les mêmes pratiques, s'appuient donc sur les pratiques posturales, respiratoires, méditatives, cognitives, et ont connu ces 10-15 dernières années, en France en tout cas, un grand essor et sont maintenant de véritables outils de soins complémentaires. Il y a une dizaine d'années, je rencontre Salomé, 15 ans, à la maison de l'ado. Elle demande de l'aide car elle subit des attaques de panique au lycée qui la paralysent et l'épuisent. Mais lors de nos premiers entretiens, les plaintes somatiques sont au premier plan et prennent toute la place. Elle a mal au dos, donc elle ne tient pas en place sur son fauteuil. Une autre fois, elle arrive en boitant, elle a mal aux genoux. Et puis je rencontre aussi Mathis, un grand ado de 16 ans qui présente une phobie sociale. Il est voûté pendant l'entretien, quasiment plié en deux, le menton rentré, espérant bien que le fauteuil l'absorberait pour le soustraire à notre regard. Et puis il y a Lia, droguée par du GHB en boîte de nuit, qui ne se souvient plus de sa soirée, mais qui depuis a l'impression terrifiante de vivre à côté de son corps. Et enfin Nathan, qui fait de la musculation, du sport intensément,
mais qui décrit une sensation de serrement constante dans la gorge et n'arrive pas à respirer pleinement, ce qui le gêne pour ses activités sportives. Ce qui a été particulièrement marquant pour moi en arrivant à la maison de l'ado, c'est vraiment ce rapport des adolescents à leur corps et à quel point ce corps peut être le support, le média de leur mal-être, tandis que la mise en mots est parfois si difficile. Un moment où ces ados voudraient juste finalement être comme les autres ou comme certains autres qu'ils auraient choisis. Je me rendais bien compte là que les outils dont je disposais en tant qu'infirmière, a priori des outils basés sur la parole, étaient dans ces situations insuffisants, voire totalement inadaptés. Pratiquant le yoga depuis de nombreuses années, quand je rencontrais ces ados, et ayant personnellement pu faire l'expérience du bénéfice de la pratique, tant sur le plan physique qu'émotionnel, il m'est rapidement apparu la nécessité de partager, même en situation d'entretien, dans un petit bureau, certaines pratiques qui permettent par exemple de lever des tensions musculaires, de contenir en quelques cycles respiratoires une crise d'angoisse, ou encore de permettre à un participant de réintégrer son corps par des mouvements synchronisés avec des pratiques respiratoires spécifiques. Les adolescents étaient parfois un peu surpris au départ, mais finalement ils se sont montrés très preneurs de ces pratiques qui leur redonnent un peu de pouvoir sur ce corps qui échappe, ce corps qui contrarie, qui déçoit. En apprivoisant petit à petit les sensations, on part des plus évidentes vers des sensations de plus en plus subtiles. Ils trouvent à l'intérieur d'eux-mêmes un espace de sécurité qui permet finalement de les rassurer sur leur capacité à se connecter à eux-mêmes, se connecter à leur état, à leurs besoins, et je dirais même de développer une forme d'intimité amicale avec eux-mêmes. Le yoga est une démarche d'autonomisation et de la connaissance de soi à travers l'expérience des sensations corporelles et du lien corps-émotion, corps-mental. C'est une ressource précieuse, spécialement au moment de la puberté, face de grands bouleversements, de chamboulements hormonaux, de modifications des repères physiques, de modifications, de découvertes de nouvelles sensations dans le corps qui échappent parfois au contrôle volontaire. Nous proposons actuellement à la Maison de l'Ado à la fois des prises en charge individuelles en yoga-thérapie et un programme de gestion des émotions basé sur le yoga et la méditation sur 10 séances groupales. Ces programmes visent la réduction de l'anxiété, le développement de l'autonomie par l'appropriation des outils et le renforcement de l'estime de soi. Ces pratiques yogiques sont aussi une ressource importante pour les professionnels qui peuvent y recourir en entretien, par exemple en prenant conscience des effets de ce qu'on accueille par les sensations corporelles et des émotions qui sont associées. On peut aussi trouver une ressource dans ces pratiques entre les entretiens pour rapidement se récupérer, être plus disponible pour l'entretien ou le patient suivant. Et puis, globalement, c'est l'image que probablement on en a tous, que la pratique du yoga participe aussi à l'équilibre global qui permet de lutter contre l'épuisement des patients. Peut-être Barbara, tout à l'heure, tu pourras nous dire quelques mots aussi de l'expérience que tu as pu mener avec les collègues ici au Rouvray. Le yoga désigne à la fois un état d'équilibre, d'unité, mais aussi les moyens d'y parvenir. C'est un espace de liberté, de découverte, où chacun peut faire l'expérience d'être soi dans le respect de ce qu'il est, ici et maintenant. Il offre à chacun l'opportunité d'agir sur les conditions intérieures de son bien-être. Les prises en charge yogiques qui sont proposées aux adolescents leur permettent d'enrichir les possibilités de régulation de leurs émotions, favorisant ainsi leur autonomie et leur capacité adaptative. Et je te laisse poursuivre. Donc Barbara Grésy, l'infirmière de secteur psychiatrique, il en reste quelques-uns et quelques-unes, je porterai la Voilà. Et donc, je travaille actuellement en addictologie. J'étais depuis 2016 sur l'unité Jean-Pierre Pau et je viens d'intégrer l'atelier des addictions.
Alors, par rapport au yoga, en raison, je pense, du succès croissant du yoga dans toutes nos sociétés, de sa mondialisation, de sa marchandisation parfois, voire de son instrumentalisation, je crois qu'il est important de revenir toujours et sans faillir aux fondamentaux du yoga. Et donc, pour ceux qui seraient un peu étrangers à cette discipline, malgré ce succès, il faut se rappeler donc que le mot yoga s'enracine dans la langue sanskrite et que sa racine yug signifie atteler, joindre, unir. Et donc par extension, le yoga signifie union. Et cette union peut être entendue comme celle du corps et du mental. Voilà le programme. Et donc ça paraît assez évident finalement que le yoga puisse avoir toute sa place en psychiatrie. Des expériences premières, on peut les retrouver. Alors, je n'ai pas développé ça très sérieusement, mais en tous les cas, on retrouve des expériences de pratique de yoga en psychiatrie en France dans les années 70 avec le docteur Bernard Auriol. En ce qui me concerne, par rapport à Sophie, ma pratique personnelle est beaucoup plus récente, mais rapidement, j'ai pensé que ça pouvait être utile de proposer un atelier yoga aux patients de Jean-Pierre Pau, donc une unité de soins qui accueille des patients comorbides, c'est-à-dire et malades de l'addiction et malades sur le plan psychiatrique, avec comme modalité de prise en charge dans cette unité diverses médiations thérapeutiques. Et puis, malgré le succès du yoga, finalement, il y a plusieurs types de yoga possibles. Et donc, en discutant en équipe avec les collègues, j'ai aussi tout d'abord commencé par proposer aux collègues volontaires une séance de yoga pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Et puis, quand le lundi matin, il y a ce fonctionnement-là à Jean-Pierre Pau, il y a un café thérapeutique où le programme de la semaine est présenté et comme ça les collègues pourraient répondre à qu'est-ce qu'on fait dans cet atelier yoga. Voilà, alors ça s'est créé comme ça à ma grande surprise et mon grand bonheur, donc cet atelier existe depuis 2018. Il a lieu tous les mercredis après-midi pour les patients volontaires. Il s'agit d'une petite unité de 8 patients et donc je prends en charge au sein de cet atelier au maximum 4 patients. Et à ma grande surprise, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas eu de patients qui s'inscrivent. Alors, toutes sortes de collègues sont venus découvrir aussi ce que ça pouvait être un atelier yoga, y compris mon chef de service. Et bon, comme ça, on sait de quoi on parle. Voilà. Et classiquement, une séance de yoga commence par des postures, en tous les cas ce que je propose, posture debout, puis posture assise, et on termine par quelques minutes de relaxation. Et les meilleures orientations, les indications les plus pertinentes à cet atelier, en fait, elles viennent des patients eux-mêmes. J'ai pu entendre un patient dire à un autre patient « Tu devrais y aller à l'atelier yoga, tu vas voir, c'est super bien, on est super bien après, comme quand on a fumé un gros pétard, sauf que là, tu verras, il n'y a pas de produit. » Et en fait, je suis arrivée à ce moment-là, effectivement, voilà, ça fonctionne comme ça. Et puis surtout, ce qu'on peut observer classiquement en psychiatrie, c'est que finalement la dimension du corps est souvent désertée
voire évacuer, hein, et que là, effectivement, un des piliers à la base du yoga, c'est la pratique posturale, donc on passe par le corps, comme Sophie a pu vous le redire, avec comme objectif l'arrêt des fluctuations du mental. Et comme je le dis souvent aux patients, vous verrez, le yoga ça passe ou ça casse, mais quand ça passe, vous allez peut-être pouvoir ressentir de l'apaisement. Hein. Et finalement, ce que les patients expérimentent, et en tous les cas après les séances, je fais toujours un retour avec les patients, si le retour est plus personnel ou s'inscrit dans des traumas, ça on le fait en individuel, mais je fais un retour en groupe. Et souvent, les patients, ce qu'ils découvrent, ce qu'ils éprouvent, c'est pour cette population-là, hein, addicte, c'est qu'en fait, ils peuvent sanctuariser sans produit. Et c'est très facile de les valoriser. Souvent, l'estime de soi est dans les chaussettes. Hein, et là, effectivement, bah oui, c'est une compétence, un pouvoir qu'ils possèdent en eux-mêmes. Voilà, je crois que je ne vais pas aller plus loin, toutes les questions seront le bienvenu. Bon, et puis peut-être, donc moi j'ai découvert le yoga à titre privé, je vous le disais assez récemment, donc, je me forme, et donc l'année dernière j'étais en formation à l'université de Lille, et dans le travail qui nous est demandé au sein de ce diplôme universitaire, j'ai cru pertinent de proposer pour mon mémoire un atelier yoga de 12 séances pour le personnel du Rouvray, puisque le contexte sanitaire est venu dégrader des conditions de travail déjà bien compliquées, et ça a été vraiment aussi une belle aventure de partage avec les collègues pour prendre soin d'eux et pour qu'on apprenne à prendre soin de soi, hein, et expérimenter aussi le lâcher-prise. Voilà.